à tous, bienvenue dans Talk Show, votre émission dédiée à l'espoir lié à la santé mentale et au rétablissement. Et comme son nom l'indique, Talk Show pour être tous optimistes et confiants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réhabilitation psychosociale avec le docteur David Masson qui est en ligne avec nous. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour à tous. Et bienvenue donc en visio, on n'est qu'à quelques kilomètres, vous nous entendez bien? La Oui, lésion très est bien. OK, bon, parfaite. Alors, vous êtes psychiatre et responsable du centre référent de réhabilitation psychosociale CURE. Donc, c'est comme ça qu'on dit CURE. C'est comme ça, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est CURE. CURE en Lorraine, ça signifie quoi, CURE? Centre universitaire, support de remédiation cognitive et rétablissement. D'accord. Et vous, C'est URE. c'est URE. Et vous êtes également auteur de ce petit guide qui s'intitule Des soins porteurs d'espoir en psychiatrie. Donc merci infiniment. On va passer un petit peu de temps pour parler de tout cela. Et pendant ce talk show, on aura aussi deux chroniqueurs. Stéphane nous emmènera dans une cantine, pas comme les autres, une cantine où le lien social, psychosocial est mis en avant. Et Annabelle, elle est allée à la rencontre de 3 jeunes étudiantes qui ont créé une journée sur la sensibilisation à la santé mentale au cœur de l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Et nous découvrirons ce projet ensemble. David, on va d'abord faire connaissance ensemble, si tu es d'accord. Très bien. Alors, donc, ce que je disais tout à l'heure, donc tu es psychiatre au centre psychothérapique de Nancy. C'est dur à dire tous ces mots. Et tu es On dit responsable. CPN chez nous. Pardon? On dit CPN chez nous. CPN, voilà, c'est plus simple. Et donc, tu es responsable du département ambulatoire du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie d'adultes et d'addictologie du Grand Nancy. En voilà des termes bien complexes. Et tu diriges aussi l'université de remédiation cognitive que tu as mis en place en 2019, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, depuis, je suis responsable maintenant du département de réhabilitation psychosociale Oui. et du centre référent de CURE, donc de remédiation cognitive et rétablissement, effectivement, mise en place depuis 2019 à Nancy, au centre psychothérapique ou CPN, effectivement, pour simplifier. Et c'est quoi un centre de réhabilitation psychosociale? Alors, c'est un centre qui propose des soins donc psychiatriques, dont l'objectif est de proposer des soins dits de réhabilitation psychosociale, comme son nom l'indique. Alors, ce qu'on appelle réhabilitation psychosociale, ça fait peut-être partie des questions suivantes. C'est deux termes qui sont souvent pas très bien connus du grand public, peut-être pas encore. On espère qu'on pourra faire en sorte que ce soit mieux connu. C'est l'ensemble des actions qui permettent de pouvoir accompagner le processus dit de rétablissement des personnes atteintes, concernées par un trouble psychique dit sévère. Quand on parle de trouble psychique sévère, c'est des troubles qui vont provoquer un certain nombre de difficultés, par exemple, dans l'intégration dans la vie sociale, pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, de la citoyenneté, et pouvoir vivre une vie satisfaisante. Malheureusement, on a un certain nombre de pathologies qui peuvent entraîner un certain nombre de difficultés par rapport à ça. La réhabilitation psychosociale, son objectif, c'est de pouvoir s'appuyer sur les forces, les ressources de l'individu pour dépasser ces éléments-là, pour que la maladie soit la moins gênante possible, pour qu'il puisse avoir une vie pleine et entière et la plus satisfaisante possible. Qu'il soit le moins handicapante possible. Sur ton Exactement. profil LinkedIn, il y a écrit « Psychiatre passionné en psychiatrie ». C'est rare de pouvoir lire ça. C'était vraiment une vocation chez toi de devenir docteur en psychiatrie? Vocation, pas depuis le départ. J'ai découvert la psychiatrie dans le cours de mon cursus de médecine, puisqu'on a un tronc commun de 6 ans avant de pouvoir choisir une spécialité. Et j'ai découvert la psychiatrie pendant mon externat, et j'ai découvert une spécialité qui m'a plu sous plusieurs aspects. C'est déjà de pouvoir, je dirais, accompagner les gens dans leur singularité, à leur rythme aussi, c'est important, et dans une prise en charge globale, c'est-à-dire qui inclut à la fois la présence ou non d'une maladie à traiter, mais la psychiatrie va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi de pouvoir mettre en place des actions justement pour aider les gens à aller mieux déjà, et d'être le moins gêné possible par leur pathologie. Et c'est une discipline extrêmement riche. La réhabilitation psychosociale, c'est un des aspects de la discipline. On pourrait parler
la pédopsychiatrie, de l'approche du psychotraumatisme, de la gérontopsychiatrie, de la dictologie. Enfin, c'est extrêmement riche, varié, c'est humain. On s'intéresse à ce que les gens puissent aller mieux et dans le meilleur des cas, bah, qu'ils puissent plus avoir besoin de nos services. C'est la plus belle des récompenses, c'est quand ils puissent mener une vie satisfaisante. Et toi, donc, tu es passionné par ton métier. Qu'est-ce qui te motive à ce point-là? Oui. Eh ben, j'ai découvert au fil du temps qu'on peut aider les gens. Rien que ça, ça donne un sens, ça donne un sens à ce que l'on fait. Un autre aspect important, c'est de pouvoir diversifier les approches. On pense souvent psychiatrie, médicaments, hospitalisation. L'hospitalisation, c'est vraiment qu'un seul aspect qu'on peut proposer. Il y a même des gens qu'on accompagne, ils ont la chance de ne pas avoir eu besoin de ce type d'accompagnement, qui peut être nécessaire dans les moments où il y a besoin de soins intensifs. Je pense que c'est important. Mais la majorité de ce que l'on fait, c'est dans le quotidien des personnes et avec les personnes, dans leur environnement et dans ce qui les intéresse avec leurs proches. Donc en fait, c'est cette pluralité, cette diversité, c'est à la fois technique, rigoureux, et en même temps, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination et de s'adapter aussi aux situations qui rend le métier, je dirais, pas formaté, et au contraire, qui doit solliciter notre imagination Il faut s'adapter. voilà, et c'est un renouvellement quotidien, en fait. C'est ça aussi qui rend le métier passionnant. Alors, c'est sûr qu'on n'entend pas souvent parler de la psychiatrie comme ça. C'est vrai, c'est la première fois. C'est pour ça que je le souligne. On entend beaucoup parler des contraintes qu'on rencontre actuellement et qui sont réelles. Hein. Bien sûr. C'est un métier qui est en manque de vocation. On voit l'aspect de l'hôpital, des difficultés qu'on peut avoir en termes de ressources humaines. Parce que pour faire tout ça, il faut de l'humain, il faut des professionnels. On ne peut pas être remplacé par des ordinateurs, ça ne fonctionne pas comme ça. On aurait besoin qu'il y ait plus de personnes qui soient impliquées, effectivement, qui choisissent ces métiers aussi. Il n'y a pas que psychiatre, hein, il y a aussi infirmiers, psychologues, ergothérapeutes. Maintenant, on a médiateur de santé pair aussi, c'est-à-dire des anciens, des personnes qui ont été usagères de la psychiatrie et qui réalisent un diplôme pour pouvoir utiliser leur savoir expérientiel au service des personnes accompagnées. Donc, on a une multitude de plus en métiers. plus, et c'est des vrais accompagnateurs pour vous, les psychiatres, enfin, tous les soignants en psychiatrie. Oui. Ils font partie de la team, on va dire. Ils font des choses. Ah oui, ils font des choses que nous, on est incapable de faire. Ça a tellement plus de valeur et de poids quand c'est une personne concernée qui va expliquer par où elle est passée et puis que les choses peuvent aller mieux. Moi, je peux le dire, je peux le concevoir, je peux le voir dans ma pratique quotidienne. Mais ces clés-là, qui de mieux quelqu'un directement concerné qui peut avoir la légitimité d'en parler et avec quelque chose qu'il a vécu lui-même. Alors, je continue ton CV. Tu es aussi coordinateur d'éducation thérapeutique. Tu as co-développé un programme intitulé « Je prends soin de moi avec une schizophrénie ou un trouble schizoaffectif ». En quoi consiste ce programme? Alors, ce programme est une des actions de réhabilitation psychosociale. D'accord. C'est un des aspects pour pouvoir accompagner une personne dans ce processus de rétablissement, notamment lorsqu'elle souffre d'une maladie. Le préambule, c'est déjà que la personne puisse savoir de quoi elle souffre, qu'est-ce que c'est, quels sont l'état des connaissances par rapport à cette maladie-là, quel traitement existe, qu'est-ce qui peut être proposé et comment elle peut, je dirais, faire face, avoir les compétences pour faire face à ce trouble-là. Donc, c'est un programme dit d'éducation thérapeutique du patient. Il en existe dans plein de maladies. Hein. On a beaucoup, par exemple, pour le diabète, pour les maladies cardiaques, pour les maladies pulmonaires, etc. Et en psychiatrie, on peut le proposer, par exemple, le développer pour des maladies comme la schizophrénie. Ça implique de pouvoir mettre à disposition des connaissances sur la pathologie, comment on la détecte, les hypothèses explicatives de la maladie, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas aussi. Les médicaments, les traitements, à quoi ils servent, pourquoi on les donne, quels sont les effets attendus, quels sont les effets indésirables, comment parler aussi aux médecins des effets indésirables, comment choisir aussi le traitement qui convient le mieux, et puis toutes les ressources qui peuvent solliciter au cas où. Alors, je pense en particulier au repérage des facteurs de protection, des facteurs de rechute qui sont quelque chose de très individuel, que les personnes concernées
puissent acquérir ces compétences-là, et puis aussi qu'elles puissent, si elles en ont besoin, ça peut arriver, s'adresser aux bonnes personnes en fonction de l'environnement où elles sont. Et tu animes aussi des groupes de psychoéducation des familles. Est-ce que Oui, tu impliques la famille pour justement cette psychoéducation? oui, c'est capital, parce D'accord. que lorsqu'une personne développe malheureusement un trouble psychique, très souvent, déjà, ça se développe majoritairement à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc, dans des situations où les personnes, elles sont en cours d'acquisition de l'autonomie, mais Oui. pour beaucoup, ils sont encore lycéens, étudiants, chez les parents. Et quand un trouble aussi grave, grave dans le sens d'intensité tellement forte et qui a un impact tellement important, bah ça a des impacts directs sur l'entourage de la personne qui sont, j'utilise souvent cette image-là, qui sont des dégâts collatéraux aussi à l'apparition de la maladie, qui va perturber les repères quotidiens, la manière de communiquer, les attentes, les espoirs, ça va bousculer un ensemble de choses. Et c'est notre rôle de pouvoir aussi recevoir les familles, recevoir la souffrance, les interrogations, pouvoir répondre à leurs questions et leur donner aussi des compétences d'accompagnement au mieux de leurs proches atteints de schizophrénie, par exemple, en apportant à la fois des connaissances sur la maladie, des compétences, des habiletés de communication, des habiletés à gérer eux-mêmes leurs émotions. Oui, on peut des fois être en colère vis-à-vis de son proche qui atteint de la maladie, c'est pas grave. Il faut déjà pouvoir le dire. Comment gérer la culpabilité? Comment savoir demander de l'aide? Comment sortir de l'isolement aussi? Parce que souvent, il y a un sentiment de culpabilité, de honte très fort qui amène les Ouais. gens à prendre du recul. Et puis, on sait qu'il y a des taux de dépression, d'anxiété qui sont plus importantes que dans la population générale lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est atteint d'un trouble psychique. Et donc, c'est donner un ensemble de compétences pour pouvoir le faire. Et pourquoi on le fait? Bah déjà pour que les aidants, les accompagnements aillent mieux, c'est important, qu'ils puissent faire face au mieux. Ça ne rend pas la maladie moins dure, mais ça permet au moins d'avoir une assise plus solide pour pouvoir accompagner. Et puis aussi, ce que l'on sait, et c'est une donnée importante, c'est que l'intérêt de ce type de prise en charge, de psychothérapie, psychoéducation des familles, bah, ça a un impact sur le taux de rechute, puisque ça diminue quand même le taux de rechute par deux au bout de D'accord. 2 ans. Donc, en fait, pouvoir accompagner les familles, donner les compétences, ça permet d'avoir un bénéfice indirect pour les personnes concernées en diminuant des facteurs de rechute. D'accord. Mais alors, tu parles des familles, des parents, mais est-ce que les fratries aussi sont Oui, incluses dans ces groupes de ah oui. psychoéducation en famille? Oui. Ouais, D'accord. souvent, c'est les parents qu'on reçoit. Mais on a aussi des frères et sœurs, et ça nous est déjà arrivé aussi d'avoir des enfants, Mhm. des personnes concernées. Toutes les modalités sont possibles. D'accord, ouais, c'est intéressant. Alors tu es aussi, je le disais en prémisse, un auteur, alors en binôme avec Nicolas Franck, des soins porteurs d'espoir en psychiatrie, avec justement la réhabilitation psychosociale. À qui est destiné ce guide? Bah, il est destiné à tout le monde. D'accord, aussi Il est bien les destiné, soignants, les personnes concernées, les familles, tout le monde. oui, ouais, tout à fait. On l'a voulu. La réhabilitation psychosociale, c'est un domaine très vaste avec beaucoup, beaucoup d'outils. J'ai parlé de la psychoéducation et de l'éducation thérapeutique du patient et de la famille, mais on a aussi d'autres outils de remédiation cognitive, d'entraînement en compétences sociales, de thérapie cognitive et comportementale, de l'importance de l'activité physique et sportive. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui existent. Avec énormément de connaissances et l'objectif avec cet ouvrage, c'est de le synthétiser Oui. synthétisé Et il est en facile à 120 lire, 000, hein. oui, en 120 000 caractères maximum, l'essentiel pour pouvoir présenter de manière synthétique ce que l'on peut proposer, à quoi ça sert, comment ça se construit. Il y a une Ça n'a pas partie. été évident à faire. Oui, bah, j'imagine que tout condensé comme dans un petit ouvrage comme celui-ci, ça a dû être des heures et des heures de travail. Il y a une partie qui est dédiée au soutien à l'emploi. L'emploi est une priorité hein, pour les personnes en situation de souffrance psychique. Oui, tout à fait. Ce que l'on sait, c'est que les personnes atteintes de troubles psychiques, même comme pour la schizophrénie, en fait, qu'est-ce qu'ils aspirent dans leur vie? En fait, c'est un peu comme tout le monde. C'est d'avoir une famille, c'est d'avoir des amis, c'est d'avoir une vie sociale satisfaisante, et c'est aussi de pouvoir avoir un sentiment d'utilité sociale, Ouais. par exemple, d'avoir un emploi. Et ça fait partie
des demandes, des espoirs importants des gens qu'on accueille. Et un de nos leviers par rapport à l'aspect motivationnel, c'est le travail, par exemple. Et il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce qui fait sens, ce qui permet aux personnes de pouvoir s'engager aussi dans les soins. À quoi ça sert? C'est de pouvoir aussi accompagner des objectifs, par exemple le retour à l'emploi. Ce n'est pas exhaustif, mais ça fait partie des aspirations courantes des personnes qu'on accueille. Alors, il y a quelques semaines, avec Bien dans ma tête TV, nous avons suivi le quotidien de Jean-Michel Verne. Il est atteint du trouble de la schizophrénie et il a trouvé cette voie dont tu parles, puisqu'il est président d'un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. Il dirige un atelier de théâtre et il est formateur pair pour les professionnels de la santé mentale. Ce que je te propose, c'est de découvrir un extrait de Un jour avec Jean-Michel Verne. C'est fédérateur le théâtre parce qu'on est une troupe, du coup on est ensemble, on est dans le même bateau et on est là pour une finalité, du coup, qui est le spectacle à la fin. Et du coup la finalité, du coup chacun doit jouer son rôle en fait. Et du coup c'est important que chacun se mobilise et qu'il n'abandonne pas le bateau au dernier moment en disant je veux pas. Moi je voulais faire un spectacle parce que je me disais, c'est la finalité, c'est en fait la conclusion de tout le travail qu'on a pu fournir pendant un an ou deux. Et du coup, voilà, et puis pour eux, c'est quand même une expérience, une bonne expérience. Et voilà, j'arrive. Attendez, je vais vous expliquer. Je rentre le ventre, je gonfle le torse et j'avance. Du coup, quand tu rentres, dès que tu parles, tu rentres en fait. Dès que tu rentres, tu parles et du coup, tu mimes bien ce que tu dis en fait. D'accord? Et là, on resalue. Et là, on avance. Et là, on resalue une dernière fois. Voilà. Et voilà. Alors vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Un jour avec Jean-Michel sur Bien dans ma tête TV, bdmt.tv, c'est en replay, donc vous pourrez découvrir son quotidien. Je reviens avec toi, David. Depuis plus de 10 ans, tu enseignes auprès des étudiants du diplôme d'études spécialisées de psychiatrie et des élèves des écoles d'infirmiers de Nancy. Quel est le message que tu leur donnes sur la santé mentale en général et sur le rétablissement? En un mot, garder l'espoir et le transmettre. Ça, c'est vraiment un mot fort pour toi? Ouais, pas de fatalité, pas de fatalisme. Ça peut être, les chemins peuvent être compliqués, peuvent être difficiles, il peut y avoir des moments extrêmement difficiles de défendre, on ne sait pas forcément dans quelle direction on va, mais l'important c'est de dire, voilà, les choses peuvent aller mieux et il faut y croire. C'est important pour les personnes qu'on accompagne aussi d'avoir cette énergie-là. Oui, tout est possible. Ouais, je crois. C'est pas utopique, hein. On parle de rétablissement dans le sens de pouvoir avoir une vie satisfaisante. On considère actuellement qu'il y a plus de 50% des personnes atteintes de schizophrénie qui peuvent avoir un niveau de vie, de qualité de vie satisfaisante. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y avoir de symptômes, mais c'est de pouvoir trouver un sens à sa vie, de pouvoir mener les actions qu'elle souhaite et qui donnent satisfaction. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on accompagne ça. Et oui, la maladie, c'est compliqué. Oui, ça engendre beaucoup de souffrance. Oui, c'est difficile. Mais oui, il y a plein de choses à faire et on peut aller mieux. Et on peut parler de santé mentale sans tabou. Et d'ailleurs, il y a Annabelle, une de nos chroniqueuses, qui est allée rencontrer des étudiantes en université qui ont décidé de créer une journée de sensibilisation à la santé mentale. Ça aussi, c'est important, hein, de sensibiliser le grand public à la santé mentale. Oui, parce que la santé mentale, souvent on a tendance à mélanger santé mentale et psychiatrie. Oui. Santé mentale, en fait, ça concerne chacun de nous, hein. On a tous une santé mentale, comme on a tous une santé physique. D'ailleurs, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et il faut en prendre soin aussi. Et ça passe forcément par pouvoir sensibiliser chacun d'entre nous sur cette question-là. Bon, ce que je te propose, c'est de découvrir justement cette journée de sensibilisation santé mentale avec Annabelle. On est en
en Master 2, donc Management et Communication des organisations. Et dans le cadre de ce Master, on avait un cours de gestion de projet où on devait organiser donc, un événement et le préparer sur 2 ans. On est resté dans un management un peu démocratique, entre guillemets, où on se posait beaucoup de questions aussi mutuellement. C'est un peu rassurant de se dire, ok, moi j'ai cette idée-là, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que je pars complètement à côté voilà. Il faut que le handicap il fasse partie de nos vies parce qu'il existe. Donc finalement, il fallait qu'on en parle avec nos partenaires comme si c'était quelque chose de normal, entre guillemets. Et justement, on voulait sensibiliser, donc il fallait l'amener de manière très naturelle. C'était un peu aussi l'objectif de notre journée, de montrer que certes, on peut être en situation de handicap sans que ce soit complètement le centre de notre vie et qu'on peut très bien faire d'autres choses avec. Ouais, exactement. Très bien. Donc, chronique qui est à retrouver dans son intégralité sur bdmt.tv, comme d'habitude. David, dans ton livre, tu parles de co-construction avec toute l'équipe. Hein. Le psychiatre, les infirmiers, les assistants sociaux, le patient. En fait, tout se construit ensemble dans le rétablissement. C'est ça. Sur un aspect, sur la modélisation, je dirais, plus ancienne des accompagnements, c'était un peu le médecin qui décidait ce qu'il fallait faire, etc., ce qu'on appelle le paternalisme. Alors, ça fonctionne très bien dans le sens que on peut donner un certain nombre on est formé, je dirais, pour amener un certain nombre de conseils, de traitements, etc. Sauf que je pense à une personne que j'ai vue il y a quelques semaines qui se dit oui, mais docteur, c'est moi qui prends les médicaments. Donc j'ai aussi mon mot à dire par rapport à ça. Il a tout à fait raison de dire ça. C'est des décisions qui se prennent au moins à 2, c'est-à-dire le thérapeute, médecin, s'il y a des médicaments, et le patient, l'usager, qu'on se mette d'accord sur ce que l'on fait, comment on fait, et comment on puisse évaluer la pertinence ou pas d'une action qu'on réalise, par exemple une prescription. Et ça, on peut le faire avec l'ensemble des corps de métier qui doivent se coordonner aussi dans leur action. Si on réalise une action, par exemple, de remédiation cognitive, c'est-à-dire d'entraînement aux compétences cognitives, ça passe par une évaluation par le neuropsychologue, ça implique des outils, des programmes d'entraînement à la compétence qui sont réalisés par le neuropsychologue ou l'infirmier sur notre centre, et puis ça implique une coordination avec l'ergothérapeute, par exemple, pour la mise en place de cette action-là, qui se fait conjointement avec le neuropsychologue et l'infirmier, pour que tout le monde aille dans le même sens, en fait, sur la base des objectifs de la personne. On ne peut plus, on doit construire nos actions en fonction des souhaits des personnes, leur aspiration, ce qu'ils souhaitent. On parlait d'éducation thérapeutique tout à l'heure. Si on ne se sent pas concerné par le fait d'avoir une schizophrénie, on ne va pas aller dans un groupe, par exemple d'éducation thérapeutique, on ne se sent pas concerné par le problème. Il faut que ça ait un sens pour la personne. Si j'y vais, ça va m'apporter ça et ça va m'être utile dans ma vie. Et c'est important qu'on puisse toujours faire évoluer nos dispositifs en fonction de ça. Les pairs aidants professionnels nous aident beaucoup à ça aussi, au sens que l'on fait et comment on le fait et à quoi ça sert. D'ailleurs, dans ton guide, il y a tous les noms de tous les professionnels de santé qui existent autour de la psychiatrie et de la santé mentale. Oui, effectivement, parce que les gens qui viennent nous voir, c'est compliqué de se retrouver dans le système psychiatrique, de quel professionnel fait quoi. Alors, ne serait-ce que les psys, par exemple, si on prend les psys, entre les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les psychopraticiens, les psy, je sais pas quoi, les psychothérapeutes, tout ça ne désigne pas la même chose. Et il faut pouvoir aider les personnes aussi à mieux cibler les compétences des uns des autres pour mieux s'y retrouver et pas perdre aussi de temps à solliciter telle ou telle personne qui peut peut-être pas répondre à la situation. Je pense qu'il y a des aspects importants sur l'aspect psychoéducation, éducation thérapeutique du patient, de la famille, c'est de pouvoir aussi connaître les dispositifs de soins, ce qu'ils proposent, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, quels professionnels interviennent et quelles sont leurs missions. Et on permet comme ça de pouvoir rendre nos dispositifs plus lisibles, plus accessibles, plus acceptables aussi peut-être, c'est en tout cas un des souhaits que l'on fait, et plus efficients aussi, du fait d'être plus lisible par les personnes qui en ont besoin. Alors on est d'accord que le pire cauchemar des patients, c'est la solitude finalement. Ouais, ça fait partie des cauchemars, effectivement. Et la solitude, le sentiment de honte,
de reconnaître qu'il y a un problème et d'aller demander de l'aide. Ce n'est pas évident. Alors, on a Stéphane, un autre chroniqueur, qui lui est allé dans un lieu appelé les Petites Cantines, où chacun vient partager un repas pour dialoguer, échanger, partager, afin de sortir de l'isolement. Et c'est participatif. Et je te propose de regarder ce reportage. Je vais me laisser guider, je vais me laisser porter. Ça donne une raison de te lever. J'habite là, je passe, je dis alors on a besoin de moi ce matin. C'est comme une famille. Bah oui, ah ouais. Et j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas là ce soir et les liens se sont faits ici. Ici. Ouais. Tu as envie de venir parce que c'est ouvert. bienveillant. Tu sais que tu vas être bien ouvert. accueilli, c'est ouvert, il n'y a pas de jugement, tu viens comme t'es. Voilà, c'est friendly, on va dire, c'est convivial, à la bonne franquette, c'est très Et familial. dès la première fois, vous l'avez ressenti ça? Vous Bah, avez dit, nous, tiens, la je vais première fois revenir. qu'on est venu, je te raconte pas, je suis passée un jeudi, le vendredi juste après, on a été au karaoké. Alors David, est-ce que ce genre de lieu, justement les petites cantines, un lieu participatif, c'est un premier pas vers la réhabilitation psychosociale? Effectivement, parce que la réhabilitation psychosociale, je le répète, c'est pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles puissent retrouver un sentiment d'agir, un pouvoir d'agir et de pouvoir prendre des décisions pour soi. Et ça passe forcément par aussi ne pas être uniquement évoluer dans un milieu psychiatrique, c'est-à-dire d'évoluer dans un milieu plus large. Ça peut être avec des pairs, mais pas forcément, et de pouvoir prendre des initiatives hors celle des soins, et que ces éléments-là prennent de plus en plus de place dans la vie de la personne. C'est-à-dire pouvoir solliciter et pouvoir sortir de l'isolement qui, effectivement, on en parlait, la solitude et l'isolement, c'est un des facteurs de souffrance extrêmement importants dont on a pu mesurer l'impact ces dernières années lors de la crise Covid, par exemple. On a pu prendre conscience aussi, de manière de la population générale, de l'importance des liens sociaux qui ont été mis fort à mal pendant cette période. Et qui a fait beaucoup de mal, qui a causé beaucoup de troubles psychiques d'ailleurs. On en parle énormément de post-Covid. Dans ton ouvrage, il y a aussi toute une liste de centres de réhabilitation psychosociale qu'on peut découvrir. C'était important de mentionner toutes les possibilités pour mieux guider les personnes, les usagers, les proches aidants, les soignants, etc. C'est ça. L'idée, c'était aussi de transcrire le fait qu'il y a une déclinaison nationale des centres de réhabilitation psychosociale suite à une circulaire qui est parue en janvier 2019 et qui a demandé la création de centres dits référents dans toutes les régions françaises. Et donc, malgré la crise, on voit que cette dynamique-là a continué et qu'aujourd'hui, il y a des centres référents dans toutes les régions. Et on les a recensés dans notre ouvrage, justement pour que nos lecteurs puissent identifier le centre référent de sa région qui pourra orienter vers les équipes qui puissent proposer des soins de réhabilitation psychosociale. Alors, il y a encore beaucoup de travail en termes de déclinaison encore et d'accessibilité au plus proche des patients, mais c'est une première étape extrêmement importante de pouvoir avoir au moins un interlocuteur régional. C'est insuffisant, mais c'est une première étape capitale. Vous l'avez compris, ce petit outil, ce petit guide est indispensable, des soins porteurs d'espoir en psychiatrie, signé Dr Masson et Dr Nicolas Franck. Merci. Professeur Nicolas Franck. Professeur Nicolas Franck, et oui, effectivement, professeur de psychiatrie à Lyon. Je ne sais pas si on ne l'a pas déjà rencontré, il est au Vinatier, c'est ça, de Lyon. Oui, aussi un centre référence aussi, comme le centre Cure en Lorraine. Merci infiniment, David, d'être venu. Alors, pas jusqu'à nous, mais jusqu'à la visio pour nous parler de cet outil, de ce guide indispensable pour toutes celles et ceux qui sont un peu en errance et se posent beaucoup de questions sur les troubles psychiques et comment s'en sortir justement avec des soins porteurs d'espoir en psychiatrie. Merci beaucoup, David, et on se dit à bientôt. À bientôt, oui, merci beaucoup. En vrai, en présentiel? Oui, c'est tellement mieux. Il y a un fauteuil vide, là, ça me perturbe. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres talk shows pour être tous optimistes et confiants. À bientôt.
bientôt.